Salut, c'est Guillaume, le créateur de ce podcast. J'ai un truc à vous proposer. J'ai envie de lancer une hotline du cul. Vous m'envoyez vos questions les plus intimes sur votre santé sexuelle ou votre plaisir sexuel et je vous trouve le médecin ou le psy queer-friendly qui nous apporte des réponses simples et des astuces concrètes. Je sais pas vous, mais moi, quand je demande à Google mes questions de cul, je trouve surtout du contenu super médicalisé, froid, écrit par des médecins qui ne parlent pas de mon plaisir sexuel. Du coup, comment je prends soin de moi, de ma santé, et tout autant de ma jouissance en sortant des normes si j'ai envie? Non, il n'y a pas de liaison à j'ai envie. Donc c'est juste si j'ai envie. Zéro limite dans les questions. Quelques exemples pour vous inspirer. Je me suis cogné. Comment bien faire un lavement anal avant la sodomie? C'est quoi les bonnes pratiques? Est-ce que je peux me casser la muqueuse? Ou qu'est-ce que je peux faire si j'ai tout le temps mal quand j'essaie de me faire pénétrer? Ou encore, si mon copain que j'aime a des problèmes d'érection dont il n'arrive pas à parler? Ou c'est quoi les bonnes idées pour tester des pratiques BDSM qui me font un peu flipper pour le moment? Ou enfin, ma question du moment, pourquoi j'aime autant qu'on me touche le téton gauche, mais que je ne ressens pas grand-chose avec le droit? Alors contrairement à moi, vous allez pouvoir poser vos questions de façon totalement anonyme, comme ça personne ne saura que vous aimez qu'on vous touche le téton gauche. Alors, envoyez-moi vos questions ou vos sujets du moment, soit par écrit, mon email et mes réseaux sociaux sont dans le descriptif de cet épisode, soit en note vocale que je diffuserai, attention, dans ce cas-là, votre voix pourra être reconnue, 06 61 61 57 36 sur WhatsApp ou Signal. Oui, c'est mon vrai portable, du coup, pas de bêtises avec. Ne me laissez pas tout seul avec cette idée, j'attends vos questions. Maintenant, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute, à très bientôt. Salut et bienvenue sur le podcast « Comment devenir sexuellement épanoui ». Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des hommes gays, bi, queer, enfin pas hétéros quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Vous vous apprêtez à entendre un témoignage brut, une parole sans filtre qui peut choquer, à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Moi, c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast pour apprendre et m'inspirer de ces chemins d'épanouissement et pourquoi pas, par ricochet, vous inspirer vous aussi. Si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez un moyen simple de m'aider. Allez mettre maintenant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Si vous le pouvez, je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditeurs, auditrices fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à mes podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieux, curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteur. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Est-ce que t'es ok qu'on se lance? Ok, c'est parti. Ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Antoine. Vrai prénom? C'est mon vrai prénom. Antoine, on est potes de potes. On se rencontre cet été au mariage d'Émilie, que moi j'ai rencontré au Canada. Et on discute... moi j'ai beaucoup dansé et chanté pendant ce mariage. Il y avait un karaoké. Mais il y a quand même un moment donné où on a discuté. Je crois que je te dis que je fais des podcasts. Je te transmets le titre. Et puis, quelques mois passent, si tu m'envoies un email en mode « Ah, cool, ton podcast ». Et à ce moment-là, j'ai une intuition, je vais te dire la vérité des coulisses, où je me dis « Tiens, c'est marrant, je sens qu'il a quelque chose à raconter ». Et je te promets que parce que ton message ne le disait pas vraiment. Et donc, je te propose, et là, tu me réponds le truc qui confirme mon intuition, je l'ai noté quelque part. Tu me dis « Je suis pas queer, pas gay et pas très bi ». Donc, peut-être hors cadre. Et moi j'étais là, mais non, mais passionnant, pas très bi. Il y a forcément un truc. Qu'est-ce que tu as voulu dire dans cet échange d'emails quand tu as écrit pas très bi? L'intention de l'email, effectivement, moi je pense que j'ai des choses à dire sur un sujet qu'on va sûrement aborder.
Et en écoutant le podcast, j'avais l'impression qu'il y avait une ligne. Une ligne, c'est un podcast qui est dirigé aux queer, gays, LGBTQI+. Et moi, actuellement, je ne me reconnais pas dans ces catégories-là. Et donc, l'envie de participer à un podcast que j'ai apprécié et dans les témoignages desquels je me reconnais sur certaines facettes, était un peu refroidi par me dire « Ouais, si j'ai pas vraiment de légitimité à venir prendre cet espace qui n'a pas été conçu pour moi. » Ok. Pourquoi je comprends pas. Non, mais c'est vrai, je comprends pas. Pourquoi tu ne te sens... Enfin, si, je comprends le soin que tu as. Je comprends aussi que tu ne te sens pas accueilli ou tu ne te sens pas invité, à part par moi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui te manque pour faire partie de cette, entre guillemets, famille ? Alors déjà, le fait d'être invité par toi, c'était la première condition. On n'arrive pas comme ça en disant « Voilà, j'ai quelque chose à dire, je veux parler ». Il faut être invité. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et tu m'as invité à développer justement cette idée-là. Et dans mon esprit, cette notion de pas très bi, ça veut dire que je suis sensible à l'attirance pour des hommes, que j'ai déjà eu des expériences qu'on peut qualifier comme on veut, légères ou intenses ou quoi que ce soit. Donc ça, voilà, c'est des choses de ma vie, de ce que je ressens. Tu parles d'expérience sexuelle ? D'expérience intime plutôt. Ok. Ouais, la sexualité rentre en jeu, mais elle est plus dans... Bon, on développera tout ça parce que c'est tout un sujet. Mais ça, c'est pas assez. Voilà, C'est-à-dire, exactement. en tant qu'homme, cette attirance et cette expérience intime / sexuelle avec les hommes n'est pas assez pour que tu fasses partie de cette communauté. Exactement. J'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte de palmarès à montrer dans des faits qui peuvent être objectivement reconnus et que ça sort de l'intérieur. C'est-à-dire que mon attirance pour des hommes, c'est pas ça qui va qualifier le fait que je suis bisexuel. Bon, je suis clairement pas homosexuel puisque je suis actuellement en couple avec une femme. Mais voilà, que cette bisexualité, Elle n'est pas assez. elle n'est pas assez. Exactement. C'est cette notion de gradation en fait. Ouais. Et j'admets tout à fait que j'ai aucun code sur lequel, aucun modèle sur lequel m'appuyer aussi. Ouais. Les personnes bi que je connais, c'est un chemin qu'elles ont déjà fait depuis longtemps, ou alors c'est un chemin qu'elles ont parcouru depuis, qu'elles n'ont pas parcouru, ou c'était le cas depuis toujours. Soit c'est une découverte d'elles-mêmes, de ces personnes qu'elles ont fait, et elles sont arrivées à cette conclusion. Et moi, je ne suis jamais arrivé à cette conclusion, en fait. Aujourd'hui, donc tu es avec enfin tu es marié. Je suis paxé, équivalent. Excuse-moi, ouais. Est-ce que tu peux, pardon, au lieu de faire à ta place, est-ce que tu peux me dire quel est l'état de ta vie sexuelle et intime aujourd'hui ? Brièvement pour qu'on comprenne, le contexte. Je suis actuellement en couple avec une femme et ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Donc dans notre situation, on est paxé, on a 2 enfants. Donc voilà, c'est un couple qui est très hétéronormé. Et mon quotidien sexuel est avec cette femme. Mmh. Dans notre rapport, donc bon, j'ai des rapports que avec elle, mais depuis quelque temps, on explore un petit peu les modèles de couple et tout. Donc on est aussi dans une relation ouverte. Donc voilà, on a exploré la question de la fidélité, la question de la monogamie, et notre couple est ouvert aux aventures extra-conjugales. Mmh. Moi personnellement, c'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit très peu de fois, qui est assez rare, et ça s'est produit que avec des femmes. Mmh. Et pour autant, voilà, c'est tout le jeu de séduction, toute l'attirance que je peux avoir envers d'autres femmes, bah, j'ai aussi ça avec d'autres hommes. Mais qui n'ont jamais été concrétisés par une relation intime avec un homme. C'est quoi le plus loin
J'aime pas trop ce terme. Raconte-moi maintenant ta réalité homosexuelle. T'es à l'aise avec ce terme? Je l'entends. Ouais. Voilà, il y a plusieurs facettes chez toi. Et si tu te concentres sur ta facette homosexuelle, t'es à l'aise que je dise ça? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me raconter, tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple ouvert? Ça fait quelques mois. Il y a eu plusieurs petits essais. La vraie version telle qu'on l'a cadrée, discutée et mise en place et acceptée, voilà, ça fait 6-8 mois à peu près. Et le process, vous avez commencé à en discuter il y a plusieurs années? Ouais, il y a plus d'un an, comme 2 ans. Ouais, ok. Ouais. Je fais une petite parenthèse, on se connaît pas. C'est-à-dire, parce que j'ai sous-entendu qu'on est potes de potes, mais toi, tu vis dans une autre ville que moi, dans laquelle je suis. Je sais pas si tu veux dire... On s'est rencontrés 2 fois. Cette première fois au mariage, la dernière fois au mariage, et on est à peu près sûr de s'être rencontrés avant, il y a plus de 10 ans, mais on n'est pas trop sûr quand ni comment. Voilà, donc on s'est croisés une fois et on s'est vus à ce mariage. Ouais. Du coup, j'ai pas accès moi à des infos plus que ce que je demande. Si du coup tu m'amènes sur la dernière année, si tu essaies de regarder les 12 derniers mois et que tu me racontes comment cette attirance pour les hommes se vit pour toi, elle se vit comment? Donc je comprends, pas de relation sexuelle de corps, c'est ça? Je comprends, tout sur les 12 derniers mois? Elle se vit dans l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un, quel que soit son genre. C'est-à-dire que une personne peut m'attirer, déjà physiquement. Il y a des traits physiques. Moi, par exemple, c'est quelque chose auquel je suis sensible de la part d'un homme. C'est-à-dire, je vois la beauté physique d'un homme et ça peut me séduire. Et tout comme une femme d'ailleurs. Et après, la personnalité, la personnalité de quelqu'un qui peut être charismatique ou qui me met en confiance et voilà, qui me donne envie de la connaître plus. Et j'aurais envie de connaître cette personne plus intimement. Mais voilà, moi j'ai aussi, soit je n'ai jamais eu l'occasion de concrétiser ces expériences par des moments sexuels, soit moi-même j'ai toujours été un peu trop intimidé pour aller plus loin et voilà. Donc là on touche à autre chose qui est mes propres freins et mes propres censures. Qui sont le fruit de beaucoup de choses et essentiellement de mon éducation. On va y aller. J'ai envie de finir de bien comprendre, de tenter de te tirer le portrait. Ouais, vas-y. Tu disais que l'apparence physique était importante pour toi. C'est quoi ton type? Eh ben justement, ça c'est une question que je me pose régulièrement. Je suis sûr et certain que je n'ai pas de type de femme qui m'attire. Ça vraiment, je peux trouver la beauté dans beaucoup de profils différents et je suis vraiment très loin de moi j'aime les blondes. Bah non, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout mon genre d'avoir un trait caractéristique ou plusieurs traits caractéristiques qui m'attirent de la part des femmes. Et je crois que pour les hommes c'est la même chose aussi. J'ai aussi du mal à définir mon homosexualité, ma partie homosexuelle, parce que je ne suis pas capable de définir vraiment ce qui me plairait chez un homme vraiment. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et donc du coup par conclusion dire ça c'est sûr que ce type me plaît. Ouais. Donc ok, ça veut dire que je suis bi. Ouais. C'est marrant parce que moi le moment où je t'ai posé la question, je me suis dit quel est con. C'est con comme question. Non, moi je c'est quoi cette histoire de type? En fait, en tout cas moi si je me la renvoie, mais j'en ai pas. Ça, si je te montre les photos des gens avec qui j'ai eu une forme d'intimité, il y en a pas un qui se ressemble. En revanche, tu trouveras souvent un des fils, ça va être souvent des gens qui sont biculturels ou des gens qui ont qui ont voyagé ou qui ont vécu à l'étranger. Ou ça c'est de la personnalité. Je reconnais en effet que je suis assez fasciné par ces mélanges. Justement, quand j'ai habité au Canada, où j'ai rencontré Émilie, qui est notre amie commune, que j'embrasse très fort et qui est une personne magnifique. J'étais frappé de voir dans l'université que je fréquentais, tout le monde était biculturel. Et donc, ils étaient tous canadiens. Donc, ils racontaient, on faisait Thanksgiving. Enfin, il y avait les grands moments nord-américains. Enfin, tu vois, la culture canadienne, ils me la racontaient. Puis, un était polonais, l'autre était russe, la troisième était mexicaine. Et donc, ils étaient canado. Enfin, tu vois, ils étaient... Et j'ai trouvé ça absolument fascinant.
Non, c'est con cette histoire de type physique. Et en revanche, c'est une question un peu automatique qu'on nous renvoie assez enfermante, non? Et alors, je nous alerte parce que si c'est ça qui te fait du coup questionner comment puis-je être bi si je n'ai pas de type, moi perso, mais ça te regarde toi, hein, mais moi je mettrais pas mes billes par là. Moi, je pense pas que ce soit une question si idiote, parce que je pense que c'est un chemin qu'on fait tous en fait. Quand on commence à se sexualiser, quand on commence à découvrir l'amour et l'attirance des autres, je trouve, enfin, en tout cas moi, dans mon cheminement, j'étais très typé. J'aimais ce genre de femme. Voilà. C'était quoi ton genre de femme? Alors, quand j'étais adolescent, mon genre de femme, c'était des femmes avec des gros seins. J'adorais les gros seins. J'adorais ça, voilà. Probablement parce que j'en avais pas autour de moi. Et ça, bah, en fait, c'est au fil des expériences où j'aimais beaucoup les femmes avec des yeux en amande et avec les yeux marrons, parce que moi j'ai les yeux bleus et que ça me changeait. Et voilà, c'est très précis en fait comme critère. Et c'est au fil des relations que bah, naturellement tout ça s'est déconstruit et que ça n'a plus d'importance. En fait, c'est pas ça qui compte en fait. Et trouver la beauté autrement. Donc t'es plutôt d'accord avec moi. Cette histoire de style pour les hommes. Et voilà. Tu disais c'est pas si idiot que ça comme question. Oui, parce que ce chemin-là, je l'ai pas eu avec des hommes justement. Ah. Et je pense que c'est ça aussi qui, du coup, fait que ça ne s'est jamais vraiment concrétisé. C'est que je n'ai jamais commencé par aimer un type d'homme. Et à partir de là, commencer à dépasser cette étape-là et m'ouvrir à d'autres. Pourquoi c'est important pour toi ? Je pense que c'est de la découverte de soi, en fait. Et que ça se fait pas à pas. Et que là, jusque-là, je comparais beaucoup la relation que j'ai aux femmes avec la relation que j'ai aux hommes. Et qu'en fait, c'est pas du tout comparable. En fait, c'est deux chemins qui s'empruntent depuis la case départ jusqu'au présent. Et oui, tu as l'impression qu'il y a un cheminement. Exactement. Et qu'un des premiers pas, c'est d'avoir un type, d'aller à la rencontre de ce type pour après le déconstruire. C'est ça ton intuition? Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé avec des femmes. Ok. Et donc, je suppose que ça se passe comme ça aussi avec des hommes. Mais peut-être pas, puisque mon expérience est très limitée sur le sujet. Tu te souviens la première fois où tu as eu une forme de désir homosexuel? Ouais, je m'en souviens bien. J'étais en terminale à ce moment-là. Et un ami à moi m'avait déjà confié, m'avait fait son coming out. On n'était vraiment pas nombreux dans son entourage proche à le savoir. Et nous, on se connaissait depuis très peu de temps, depuis quelques mois. Et il m'avait fait son coming out et tout ça. Donc, bah, déjà, j'avais été très touché de faire partie de sa sphère de confiance, et voilà. Et voilà, et de fil en aiguille, le temps a un peu passé, et il a fini par m'avouer qu'il tombait un peu amoureux de moi. Et là, ouais, j'ai vraiment senti que la confiance qu'on avait tous les deux, l'amitié qu'on avait tous les deux, c'était pas vraiment ça, en fait, qu'il y avait plus que ça. Et donc, cet homme est mon premier baiser. Et mon premier baiser avec un homme, et je suis son premier baiser avec un homme aussi. Et ouais, ça, quand ça s'est produit, c'était exactement les mêmes sensations que mon premier baiser avec une femme. C'était très intense, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'intensité amoureuse, beaucoup d'excitation, beaucoup de désir. Et tout était vraiment très naturel. C'était... Le fait que c'était un homme n'avait vraiment aucune influence avec le plaisir de l'embrasser. On est en terminale. Ouais. On a 18 ans en terminale. Oui, à cette époque-là, à la j'en louche. avais 17, oui. Oui, mais oui. T'as jamais rencontré du porno avant? Ah oui, j'avais déjà vu du porno gay avant ça. Et là, il va falloir que je fouille un peu dans ma mémoire, mais ouais, le désir était quelque chose qui était très facilement suscité chez moi à cette époque-là. Et on y viendra parce que ça fait partie de la question suivante qui est très importante, la question du désir. Et donc, le désir homosexuel, c'est quelque chose que j'ai ressenti très très vite avec le porno gay et qui a aussi très très vite été réprimé. Ah. Alors, on peut explorer cette voie-là. Parce que du coup, tu te souviens à la louche, la première fois où tu es exposé à une forme de sexualité homosexuelle, la pornographie, quoi.
Je saurais plus. En tout cas, ton entrée dans le fait que tu peux avoir un rapport sexuel avec une femme ou avec un homme, est-ce que tu es d'accord, c'est la pornographie qui te le... Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Ah, moi, j'ai découvert la sexualité en commençant par la pornographie. Alors, c'est pas exactement vrai. J'ai commencé par des manuels, des manuels un peu scolaires ou destinés aux enfants. Sérieux? Mais j'étais enfant à ce moment-là. Ouais. Donc, c'était adapté, voilà. Ouais. Et donc, tout ce qui est la pénétration et tout ça, j'ai découvert ça dans des livres. Et où ça, à la bibliothèque de ton... Chez moi. Ok. Ouais, chez moi, il y avait ce genre de livre. Tes parents, ou t'as grandi avec 2 parents? J'ai grandi avec 2 parents. Qui t'ont parlé de sexualité alors, eux ne m'en ont jamais parlé. Mais ils avaient laissé des livres voilà, en à évidence. Mon intention, voilà, à l'intention de ma grande sœur et moi. Ces livres étaient à disposition. Et oui, donc j'ai découvert la procréation, la grossesse, l'accouchement, les nouveau-nés, vraiment tout ce processus-là. Et l'homosexualité? Et l'homosexualité était pudiquement évoquée comme il est possible que des hommes éprouvent du plaisir l'un pour l'autre. Bon voilà, alors sinon on repart dans des sujets hétéros. Donc voilà, il n'y a pas eu à ce moment-là, censure à ce moment-là. Tu convoques ce souvenir parce que tu te souviens que à ce moment-là déjà cette mention de l'homosexualité t'avait gratté ou pas? À l'époque, j'étais enfant, donc la notion de sexualité et d'amour est très très floue à cet âge-là. Et je me souviens d'une discussion avec ma mère où je parlais de mon copain Yanis et je lui disais moi je suis amoureux d'Yanis et tout. Et elle m'a repris en disant non, t'es pas amoureux d'Yanis, tu t'entends très bien avec lui, c'est un très bon copain. Mais t'es pas amoureux de lui, ça marche pas comme ça. Mais ça veut rien dire à mon sens parce que c'est quelque chose qu'elle m'aurait dit aussi avec une fille. Ouais. Là, on touche pas, on touche pas à l'homosexualité, on touche à. T'étais amoureux de Yanis, tu crois? Non, je pense pas, non. Ok. Non. Du coup, le porno, tu te souviens pas quand tu commences, mais en tout cas, tu consommes du porno. Je consomme du porno adolescent, donc avant 18 ans, avant cette déclaration d'amour de ton ami. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi, 50-50? C'était 90-10? Et tu te souviens la proportion du type de porno que tu regardais? Ouais, c'était 80% hétéro et 20% gay. Et par contre, je me souviens que ma découverte du porno s'est immédiatement accompagnée. C'était à la fois du porno hétéro et du porno gay en même temps. Je me souviens avoir été presque passif dans la réception des contenus porno que je recevais et donc du coup c'est arrivé très vite. Tu te souviens du nom du site? Non, je me souviens plus du tout parce quel âge j'ai pu commencer ou comment j'ai pu faire ça. J'ai oublié, t'as quel âge? Même des magazines. J'ai 37 ans. On a le même âge. Moi, j'ai des souvenirs des plateformes YouPorn et... C'était bien avant, c'était plutôt par des magazines et ce genre de choses, ouais. Par la télé aussi. Attends, mais les cassettes. Tu les trouvais où tes cassettes avec du rapport homosexuel? Avec des rapports homosexuels? Avec des rapports homosexuels, ça c'est peut-être arrivé différemment. Ouais. Là, je t'avoue que c'est flou. Les souvenirs sont plus flous. En tout cas, ce qui est pas flou, c'est que c'est réprimé. Tu t'as dit, et c'est peut-être pour ça que les souvenirs sont compliqués à retrouver. Peut-être, ouais. Et ça veut dire quoi, réprimer? C'est-à-dire, tu regardes du porno gay et tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il se passe, c'est pas pour toi. Toi, t'es hétéro. C'est pas pour toi. Et pourtant, le désir est là. Il dit, le désir est là, mais tu n'es pas homo. Donc, non, ne sois pas excité avec ça. Et moi, j'ai grandi... je suis arrivé en France à 17 ans. J'ai grandi dans 2 pays. J'ai grandi pendant 15 ans, pendant plus de 15 ans, à peu près 15 ans, au Maroc et au Paraguay, qui se trouve en Amérique du Sud. Et je le mentionne parce que je me dois de dire que j'ai grandi dans un environnement qui était bienveillant, dans un milieu d'expat français, mais la société est vraiment homophobe. Par contre, on est vraiment dans le cas du Paraguay, par exemple, c'est un pays qui est très pratiquant, très catholique, qui est vraiment, à mon sens, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai expérimenté, qui est profondément homophobe. Et ça, en fait, bien que j'ai eu un discours qui soit très ouvert de la part de ma famille... lequel, par exemple? Que c'est tout à fait normal d'être homosexuel et que fais bien ce que tu veux de ta vie, mon fils. Des 2 parents? Oui, des 2 parents, ouais. Du coup, ils étaient expats de quoi? C'était quoi leur... si tu as envie de dire? Tous les 2 étaient enseignants.
Ok. Et donc, ils ont eu des postes d'enseignants. Ah, je comprends mieux les livres dans la bibliothèque. Ah ouais, il y a sûrement, oui, voilà. On passe par les livres plutôt que la parole. Hein. Donc toi, tu te souviens que le sujet a été mentionné. Tu te souviens à quelle occasion? Passe-moi le sel, virgule. Tu peux être homosexuel, mon fils? Je me souviens que c'est souvent arrivé dans des discussions banales et c'était pas nécessairement dirigé vers moi. C'était, bah oui, ces deux personnes sont homosexuelles, oui, et alors? C'était vraiment quelque chose qui a été banalisé et dans mon cas, c'était plutôt une bonne démarche. Et bah oui, c'est une évidence, ça fait partie du paysage comme être hétéro, voilà. Mais par contre, la société dans son ensemble est vraiment tout entière dirigée pour te dire si tu es un homme, tu dois être hétéro. T'as un souvenir j'ai beaucoup. En fait, c'est beaucoup de mini-souvenirs qui n'ont pas d'influence quand ils sont pris individuellement. Mais dans la masse quotidienne, c'est incroyable. Tu peux la raconter? Au Paraguay, tu as quel âge? Au Paraguay, j'y étais de 12 à 17 ans. Ok. Et le Maroc, c'était avant? Le Maroc, c'était avant. 0 à 12. De 3 ans jusqu'à mes 11-12 ans. Ok. Voilà, il y a une jonction entre les deux. Au Paraguay, par exemple, on avait dans notre petit lycée de quelques centaines d'élèves, moi, on avait personnellement un copain qui était gay, mais qui n'avait jamais fait son coming out, ni auprès de nous, ni auprès de lui-même. Et il avait cette étiquette, vraiment. Il était efféminé? Il était efféminé. Comment on savait qu'il était gay alors que lui-même ne le savait pas? Il avait que des sœurs, il avait une éducation de fille. Donc déjà, c'est un concept qui me paraît complètement absurde. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une éducation de fille? Mais lui, on disait ça. Bah oui, il vit entouré de filles, il est efféminé, c'est évident qu'il est homosexuel. Et voilà. Et donc, voilà, une étiquette lui était imposée. Dans ton souvenir, en quoi c'était homophobe? Comment ton souvenir s'est dit, il faut surtout pas, moi, que ça m'arrive? Parce qu'il a été violenté? C'est quoi l'histoire de ce petit garçon? Comment t'as compris que c'était pas bien d'être un homme et d'être efféminé? Moi, je me souviens que je n'avais pas envie d'être associé à cette étiquette. J'avais une très forte volonté d'intégration et coller une étiquette à quelqu'un, quelle qu'elle soit, là, c'était ça. Je ressentais, je ne l'ai pas identifié, mais je ressentais que c'était extrêmement excluant. Ouais. Tu n'es pas comme nous. On t'accepte, mais tu n'es pas comme nous. Ouais. Donc c'était bienveillant. Enfin, c'était bienveillant au sens où on t'accepte. Mais il n'a pas été tapé? Non, jamais. Non. Alors nous, il a été insulté? Non, jamais. On était dans un milieu qui était très protégé. C'était un petit lycée de quelques centaines d'élèves où tout le monde se connaissait. Et il n'y a jamais eu de problème. Il y a toujours un peu de chamaillerie, mais il n'y a jamais eu de harcèlement, par exemple. En tout cas, ce genre de choses. De ce que tu n'es pas au courant. Je ne suis pas au courant. Parce que j'imagine que c'est peut-être que lui pourrait raconter une autre histoire. Lui pourrait sûrement raconter ça, mais en tout cas, tu t'es dit c'est mort. Faut pas que je sois comme ça. C'est marrant parce que moi qui ai grandi à Versailles, j'ai vécu la même chose. C'est vraiment, j'ai compris qu'il y avait une exclusion qui venait avec l'étiquette. Et donc j'ai tout fait pour j'ai tenté, mais je suis pas parvenu, tout faire pour pas être dans cette étiquette. Tu as dit ces souvenirs pris individuellement ne font pas vraiment sens. Là, celui-là, il fait tout à fait sens. Celui-là, il fait sens dans la notion d'exclusion. Est-ce que c'est parce qu'il est homosexuel? Bon, voilà, c'est une autre question. Mais après, il y a les insultes gratuites, l'insulte de base. Quel PD, ce genre de choses répétées sans y penser un nombre incalculable de fois. Moi, celle qui me blesse pas mal encore aujourd'hui, mais blesse tout au fond de mon petit cœur, c'est enculé. Ah ouais. Maintenant, je reprends les gens en disant mais c'est génial d'être enculé. Ils me regardent en mode mais tu as raison. Mon gars, si tu n'as pas découvert le plaisir anal, tu rates quelque chose. Donc ça peut être mais souvent quand la personne est au niveau de colère ou de dire enculé, c'est pas le moment de commencer une discussion sur le plaisir anal. Non, j'ai observé. Ok, toi tu vois vraiment tu parlais de répression de ton désir de ta part homosexuelle et tu disais ça vient de mon éducation. Ah oui, alors là je pointe du doigt la société dans son ensemble, mais pas mon éducation directe. C'est pas ma cellule familiale. Au contraire,
Voilà, ça a été très banalisé, très, très ouvert sur la question. Mais du coup, aujourd'hui, tu vois, t'as cheminé, t'es papa, t'es intelligent. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Apparemment, t'aurais l'air d'avoir découvert le plaisir anal. Oui, tout à fait, ouais. Bon, en avant Guingamp. Qu'est-ce qui, et je te le dis avec un clin d'œil, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu n'as pas voulu ou pu passer le pas? Est-ce que, par exemple, tu es très heureux en fait d'avoir ces attirances là sur les 12 derniers mois? Tu as dit pas d'activité sexuelle avec des hommes. Je reviens quand même, excuse-moi, j'ai besoin d'une question préliminaire. Comment se vit ton homosexualité, ta part homosexuelle sur les 12 derniers mois? Pas d'expérience, mais tu pourrais te masturber. Est-ce qu'il y a un univers de fantasmes? Il y a un univers de fantasmes homosexuels. Moi, je suis quelqu'un qui est très animé de fantasmes. Donc, je me crée beaucoup de... par exemple, lors de la masturbation, je me crée beaucoup de scénarios, je me crée beaucoup de situations. Je revis... Bon, je peux revivre des expériences passées, mais je crée beaucoup avec de choses des hommes. Pas forcément, du coup, pas forcément pas avec des hommes, mais par contre, je crée beaucoup de choses et des fantasmes homosexuels, ouais, j'en ai pas mal et j'en jouis aussi autant qu'avec des fantasmes féminins. Et t'as l'impression que, moi, j'aurais projeté sur toi, bon, mais puisque ta sexualité hétérosexuelle peut se vivre, tandis que ta sexualité homosexuelle est interdite, que du coup, dans l'espace intime du fantasme et de la masturbation, je me défoule sur l'aspect homosexuel. C'est pas ton cas? Non, c'est vraiment pas le cas. Non, c'est plutôt équilibré. Tu te sens pas frustré? Non, pas du tout, non. Qu'une part de toi soit interdite? Non, je me sens pas frustré et en réfléchissant à cette question-là, notamment lorsque on a préparé cet entretien, je me suis rendu compte aussi que c'était une question que je m'étais jamais vraiment posée en fait, qui était un peu dans une évidence et que voilà, c'était là et que c'était très bien comme ça et je ressens pas non plus le besoin d'aller explorer ça à tout prix en fait. Et je serais séduit par une expérience, je me laisserais entraîner dans une expérience avec plaisir, mais je ressens pas le besoin d'aller chercher ça. J'ai envie de te gratter un peu. Parce que en pré-entretien, et ça allait être ma question d'après, tu m'as raconté que, et du coup dis-moi si t'es ok que je réutilise cette info et on pourra couper si tu l'es pas, mais que t'as rencontré quelqu'un, un homme, avec qui t'as eu des échanges, même si c'était des échanges virtuels, et que ça ne s'est pas fait. Est-ce que tu veux bien raconter cette histoire? Oui, parce que c'est pas exactement ça. Et mon sous-entendu, c'est quand ça s'est pas fait, pourquoi ça s'est pas fait? Ouais, ça s'est pas fait pour des raisons très bêtes de distance. Tu ne sais pas prendre le train ou la voiture ou l'avion? C'était trop long, j'avais la flemme. Moi. Vas-y, raconte. Ouais. J'avais très envie d'avoir une expérience à 3 à ce moment-là. Quelque chose que je n'ai jamais vécu, un fantasme que dans l'absolu, voilà, j'aimerais bien vivre. Et là, je sais pas pourquoi, j'en avais très envie. J'avais envie de découvrir ça. Et donc, j'ai utilisé une appli de rencontre qui est consacrée aux rencontres à 3 ou à plus en tout cas. Et donc voilà, j'ai fait la connaissance de cet homme qui est en couple, qui était en couple avec une femme à ce moment-là. Et voilà, ton profil, voilà, les discussions qu'on peut avoir. Tu le trouves beau sur les photos? C'est pas une évidence et j'ai dû réfléchir à 2 fois et me dire oui, ouais, je pourrais être séduit par cette personne. Mais c'est intéressant de le souligner parce qu'il y a toujours un peu ce double temps de dire rien. Ouais, si quand même, ouais, il me plaît pas mal. Et t'as pas ça avec les femmes? Hein? T'as pas ça avec les femmes? C'est moins automatique. Il y en a pour certaines où je dois aller, entre guillemets, je dois aller chercher ce charme, comme ce que je viens de décrire avec cet homme. Et d'autres avec qui c'est automatique. Waouh, voilà. Mais t'as pas encore vécu ce waouh avec un homme? Non, physiquement évidence. jamais. Ouais. Physiquement jamais. Dans la personnalité, oui, ça m'est déjà arrivé. C'est charmé par la personne, voilà. Mais physiquement, ça m'est jamais arrivé, je pense. Ouais. Donc vous échangez des messages. On échange et là aussi, on était vraiment dans du flirt. Et moi, c'était ma première expérience de flirt vraiment. De flirt sexuel avec un homme. Ok.
Et en plus de ça, lui n'oubliait pas sa femme dans le discours. On flirtait, lui et moi. Et je m'étais fait cette réflexion de ouais, ça me plaît, ça m'excite de flirter avec ce type, quoi. Comment il a flirté avec toi? D'abord un peu dans la découverte, dire pourquoi cette appli, qui es-tu, enfin vraiment plus des questions sur les intentions, et après d'explorer un peu plus qu'est-ce que tu recherches. Moi, mon expérience c'est plus ça, et c'est-à-dire en termes de pratique. Voilà, en termes de pratique, ce qui se passe sexuellement. Je me souviens plus exactement des termes exacts, mais commencer à me décrire ce qu'il aimerait faire avec moi, ce qu'il aime faire avec des hommes en général. Si je connaissais, si je savais si j'étais actif ou passif, que lui, il aimait bien se masturber sur un homme et éjaculer sur lui. Et donc, est-ce que moi, ça me plairait? Et moi, je me rendais compte que je commençais à être réceptif à tout ça, et la visualisation de ce que pouvaient être ces pratiques m'excitait. Ouais. Je me rends compte que j'ai pensé deux choses. Franchement, merci. Enfin, moi, je suis assez inspiré par par l'aventure qu'on vit ensemble là, tu vois, par le fait que tu te partages, et alors que j'entends que tu es en chemin. Le biais que moi ça me donne, c'est que je me sens particulièrement soigneux. Et là, en fait, n'importe qui d'autre, j'aurais dit, raconte, en fait, est-ce que es-tu actif, passif? Est-ce qu'on peut prendre un moment pour aller dans la réalité de tes pratiques homosexuelles? Je sens que j'ai eu comme peur, en fait, de te brusquer. Ouais. Et est-ce que tu veux sauter dans cette piscine-là, ou tu préfères pas? Oui, tu peux. Enfin, il y aura peut-être des freins qui seront imposés, mais l'intention me convient tout à fait. Donc tu peux. Me pose tous les freins que tu veux. Ouais. Justement, dans ce concret-là, donc il te donne cette fameuse question actif ou passif, c'est-à-dire est-ce que tu préfères être pénétré ou pénétrant? Toi, dans ton imaginaire, c'est quoi la réponse? Dans mon imaginaire, moi, je suis très attiré par être pénétré. Parce que j'ai envie de découvrir ça, justement. Oui, il y a une vertu vraiment de découverte, c'est quelque chose qui est encore inconnu. Et donc le plaisir anal, c'est quelque chose que je connais et que j'expérimente. Mais un corps, une personne, un homme, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est très différent. Donc je suis très séduit par cette idée-là. Après, est-ce que ça me plaira ou pas? Rien qu'utiliser un sextoy, déjà, je me rends compte que physiquement, c'est pas du tout pareil qu'utiliser ses doigts. Enfin, ouais. Et ça s'apprend. Ouais. Et il y a ça aussi. Toutes ces choses-là, ça s'apprend progressivement. Ouais. Et j'ai toujours l'impression d'arriver face à quelqu'un qui est déjà expérimenté sur la question, et que moi, il va falloir me guider beaucoup plus, et que tout ça, ça prend du temps, que c'est une relation, que on fait pas ça dans un coup d'un soir, en fait. Pourquoi? Par pure idée, par pure image de ma part. T'as pas appris ta sexualité hétérosexuelle à force d'expériences qui parfois sont plus ou moins réussies? Et si, justement. Okay. Si, tout à fait. Pourquoi ça s'applique pas à ton expérience homosexuelle? Eh ben, je pense que ça s'applique comme ça. C'est pour ça que cet apprentissage-là, je pense que je peux le vivre avec quelqu'un que je fréquente régulièrement. D'accord. Et ma vie n'est pas... Ma vie en ce moment n'est pas dirigée vers ça, en fait. Je suis très bien en couple tel que je suis. Et je n'ai pas... encore une fois, je ne vais pas chercher ça activement. Ça me plairait de le recevoir. Ouais. Mais voilà, toute la question d'avoir plusieurs relations stables... je me sens pas capable émotionnellement de... Ouais, toi, t'as un critère, tu dis, pour aller à la rencontre de mes envies homosexuelles, ça peut pas être un coup d'un soir, il faut que ça soit quelqu'un avec qui j'investis du temps et de la confiance. Ce qui ne veut pas dire tomber amoureux ou quoi que ce soit, mais au moins quelqu'un voit régulièrement pour savoir comment on fonctionne tous les deux, et que moi je ne sais pas réellement comment je fonctionne dans une relation homosexuelle physiquement. Je sais émotionnellement comment je me comporte, mais pas du tout physiquement. Est-ce qu'on peut continuer? Comment tu te projettes dans un rapport homosexuel? Quand tu te masturbes, tu penses à quoi? Est-ce qu'il y a des éléments de l'homosexualité qui te font fantasmer particulièrement? As-tu envie qu'on t'éjacule dessus, comme le monsieur te proposait? Ça t'excite? Ouais, ça m'excite pas mal, ouais. Okay. Ouais. Est-ce que tu as envie d'éjaculer sur quelqu'un? Ouais, j'aime éjaculer sur quelqu'un.
C'est déjà arrivé avec des femmes et je sais que ça m'excite. Donc, en fait, je vois pas pourquoi ça m'exciterait pas moins avec un homme. À un endroit particulier? Non, c'est plutôt l'envie du moment. C'est très conditionné par les positions pour moi. Ouais. Et ouais, donc ouais. Mais à chaque fois là, parce que moi je t'ai fait parler de sodomie, d'éjaculation et de, mais c'est moi qui t'invite. Enfin, Ouais. j'ai plutôt envie de repartir. Toi, dans ton désir homosexuel, oublie tout ce que je t'ai dit. Si tu devais dire le top 3 des trucs où tu te dis, ça me gratte, j'ai envie d'essayer, je suis excité, ou quand je me masturbe, je pense à ça. Et ben moi, être pénétré, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'excite, en fait, qui attise mon désir. Pratiquer une fellation, c'est quelque chose qui m'excite pas mal aussi. Encore une fois, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et j'ai envie de découvrir ces sensations-là. Taille de bite a un impact sur ce désir, ou tu te fiches de... Non, mais j'aimerais bien en essayer plusieurs pour voir ce que ça fait, justement. Là, c'est quand même gros, tout ça dans la bouche. Donc, plus ou moins gros, est-ce que c'est plus ou moins agréable? Tout ça, ce sont des choses que je ne connais pas. Ouais. Donc, ça m'intéresse de les découvrir. Ouais, après... On a un top 2. Est-ce que tu veux rajouter un truc? Les caresses sur un corps masculin sont pas du tout les mêmes. L'exploration du corps est pas du tout la même. Ça me plaît de prendre dans les bras, de tenir dans mes doigts, de caresser, même de chatouiller, tout ça, et toutes ces formes, c'est pas du tout les mêmes sensations. C'est pas du tout les mêmes sensations, et donc ouais, ça c'est quelque chose qui m'attire énormément, ouais. Est-ce que moi j'ai un préjugé, j'ai un fantasme, moi je suis malheureusement pas bi, mais je projette le fait que ça pourrait vachement m'exciter d'avoir avec moi les deux corps qui m'attirent, ou les corps qui m'attirent. Ouais. Est-ce que ça fait partie de pouvoir jouir de mes deux facettes, ou de mes multiples facettes? Le plan à trois, le trio avec un homme et une femme, ça m'intéresse beaucoup plus qu'avec deux femmes, par exemple. Ou même avec deux hommes. Mais c'est mon envie. Est-ce que c'est dans ton top 4 du coup? Ah oui, tout à fait. Ça reste, Oui. Et le trio, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre. Comment s'appelle? Pardon, vas-y. Et la manière dont j'ai envie de le vivre, c'est avec une femme et un homme. C'est pas avec deux hommes ou avec deux femmes. Ouais. Est-ce que tu peux donner un pseudo ou un prénom d'emprunt au monsieur de l'application? Oui, on peut l'appeler Sébastien. Ok. Sébastien, il habite à combien de kilomètres de chez toi? À ce moment-là, il habite à 1h30 de voiture de chez moi. Vous échangez, il te chauffe par écrit. Il te décrit, j'ai envie de t'éjaculer dessus. Il n'oublie pas sa femme, dis-tu. Donc, il t'a envoyé des photos? Il m'a envoyé une photo de lui. Nu? Enfin, est-ce que vous avez échangé des photos? Oui, c'est une photo de lui nu. Donc pareil, c'est de la découverte aussi. Je trouve ça super. Je suis trop content de vivre un moment comme ça. C'est super. Et moi, je lui ai pas envoyé de photos. Ah bon? J'ai encore cette timidité là. Et puis même, ça reste un inconnu. J'ai pas envie d'envoyer. Voilà, je ne fais pas ça avec des femmes. Je ne fais pas ça avec des hommes. Ok. Tu te trouves beau? Beau, c'est très subjectif. Qu'est-ce qu'on entend par beau? Moi, je pense que je peux plaire. Je sais pas si je suis beau, mais je pense que je peux plaire, oui. Tu plais souvent? Je sais que je plais à des femmes. Lui, je lui plaisais à lui. C'était assez clair. Est-ce que tu saurais te décrire physiquement? Est-ce que tu as envie de le faire? Par exemple, sur mon physique, moi, je me caractérise pas comme faisant partie des canons de la beauté, par exemple. J'ai pas de forme, j'ai pas de muscles, j'ai pas de forme. Je suis quelqu'un de très grand, apparemment. Ça plaît à tout le monde, je sais pas pourquoi. Tout le monde aime les gens grands. Je sais pas. Tu fais 1m combien? Je suis 1m90. C'est d'ailleurs quelque chose que recherchent des femmes, elles l'écrivent sur leur profil d'appli de rencontre. Ok. Ça m'a beaucoup surpris.
ça me viendrait pas à l'esprit d'exiger une personne d'une certaine taille. Bref, passons. Donc, c'est un avantage pour moi d'être grand, apparemment. Mais voilà, je suis pas quelqu'un de charpenté, je suis pas quelqu'un dont les muscles sont dessinés, par exemple. Donc, j'ai une apparence qui est très filiforme. Et ça, je pense, comme ça rentre pas dans les canons de la beauté, je pense pas être caractérisé comme beau. Voilà, la forme de mon corps, etc. En tout cas, c'est pas un corps que j'ai envie de montrer en photo, par exemple. C'est un corps qui plaira dans la situation, peut-être, mais c'est pas quelque chose que je pense pouvoir faire valoir dans des photos. C'est marrant parce que j'aurais dit le contraire. Mais bon, du coup, là, il va y avoir un moment un peu gênant où je vais te dire que t'es très beau et donc je sais pas trop comment on va naviguer ça, mais Merci. En tout cas, je peux te dire que tu as un physique de Ken. Ah ouais, carrément. Alors, c'est sûr que non, Ken, c'est vrai qu'il est plus charpenté, plus musclé, mais je suis toujours fasciné quand je pose cette question aux gens, c'est que la beauté est dans le regard de l'autre, quoi. Et mais non, tu vois, t'as des yeux bleus très profonds, une barbe, beaucoup de cheveux et tout. Je trouve ça très très marrant le regard qu'on a sur soi. Mais j'entends en effet que il y a pas dans votre séduction avec Sébastien. Toi, tu réponds, t'écris aussi tes désirs, t'envoies pas de photos. C'est ça que je comprends ? Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Et alors, il s'est passé quoi avec Sébastien ? Lui m'a clairement invité. Voilà, Combien de semaines d'échanges ? Ah, mais ça a été sur 2 jours. C'était quelque chose de. Et voilà, moi j'étais déjà à ce moment-là, j'étais seul, donc c'était une situation assez particulière. Et j'ai pas compris. À ce moment-là, ma compagne et moi, on traversait une crise de couple. Donc on s'est séparés pendant un temps. Ok. On s'est séparés pendant 2 mois. Et donc ça, c'est un moment où, dans les faits, j'étais célibataire. Donc vraiment, tout était aligné pour vraiment que je fasse tout ce que je voulais, avec qui j'avais envie de faire, moi, avec qui je voulais. Mais par contre, moi, j'étais vraiment dans une intense recherche de moi-même et de mon amour pour ma compagne, de retrouver tout ça. Et ok, toute cette situation me plaisait. Le côté physique, tout ça m'excitait, mais j'avais pas envie que ça vienne rentrer dans tout mon chemin introspectif. Ok. J'avais pas envie de rajouter encore quelque chose sur lequel j'allais me poser des questions et voilà, et me faire 1h30 de trajet pour rencontrer ces 2 personnes et peut-être me dire finalement je suis pas très en confiance, je suis chez vous tout seul. Ou peut-être que ça me plaira pas et que je vais rentrer un quart d'heure plus tard et refaire 1h30 dans l'autre sens, etc. J'ai vraiment pas envie de ça maintenant. Je connais des très bons podcasts pour occuper ton temps pendant que tu conduis. Non, mais en tout cas, sur le moment, c'est non. Et sur le moment, tu sens pas le... Je me sentais pas de passer ce pas-là, en fait. Avec un inconnu, dans ces conditions comme ça. T'as eu raison. Moi, j'ai besoin d'être mis en confiance dans les relations intimes. J'ai besoin de me sentir sécurisé et tout ça. Donc là-dessus, je pense que j'ai eu raison de pas y aller. J'aurais probablement passé un très bon moment et j'aurais assouvi un fantasme qui me touche, mais dans des conditions qui n'auraient peut-être pas été très bonnes. Et voilà, je préfère vivre ça dans un environnement plus sécurisant, où je suis en confiance. Ouais. J'entends une Je regrette pas de ne pas avoir donné suite à ça. Ouais. Je comprends. J'entends une ambivalence entre un désir qui a envie de s'exprimer et peut-être un désir qui a envie de s'exprimer mais pas à n'importe quel prix, ou une retenue. Est-ce que j'entends bien, ou est-ce que tu sens une forme de retenue ? Retenue, c'est un terme qui est bien choisi, ouais. Ouais, ça, c'est... Parce qu'en vrai... ça. Ouais, on s'en tape. En fait, en vrai, oui, en 2 secondes... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... soudainement, je vois la situation d'une façon très simple. Viens, essaye. Je te propose... l'ancien coach en moi te dit, viens, on essaye 3 fois. Et dans un setup sécurisant, en respectant vraiment tes limites et tes besoins, viens, on essaye 3 fois. Puis après, tu me diras... Tu te diras, hein, c'est pas moi, mais tu te diras si tu veux ou pas. Et là, j'ai l'impression que ta retenue crée du coup un interdit dans le vrai monde, et ça reste uniquement dans l'espace du possible fantasme. Est-ce que tu es heureux de, pour le moment, laisser cette part homosexuelle dans le non-vécu ? Est-ce que tu es heureux de cette retenue ou pas, aujourd'hui ? Y a un truc dont je suis sûr, c'est que je suis pas pressé. C'est quelque chose avec lequel je vis très bien.
et ça ne me fait pas souffrir. Je ne me sens pas en manque de quelque chose. Donc là-dessus, voilà, enfin, c'est quelque chose dont j'ai pas vraiment besoin en fait. Et ce fantasme-là, par exemple, peut-être que ça se fera un jour, peut-être que ce sera plus tard, peut-être que là il y avait une opportunité à saisir et que je l'ai pas fait. Mais au final, c'est pas si grave. C'est un fantasme qui reste là et peut-être qu'un jour ça se fera et peut-être même pas. Et ça ne reste qu'un fantasme en fait. Ça n'a pas une influence si forte dans ma vie. Pourquoi avoir décidé de participer à ce podcast? C'est quoi ton élan? Mon élan premier, c'était de parler d'un autre sujet, mais qui est sûrement très connecté à tout ce qu'on vient de dire sur l'autocensure que tu viens justement de souligner. C'est ça, c'est de l'autocensure. La retenue, c'est de l'autocensure. Sur l'autocensure, sur la posture que l'on donne de soi. Et donc c'était un autre sujet qui me touche profondément. Mais du coup, les questions que tu me poses m'amènent à réfléchir à d'autres choses et qui sont soit la cause, soit une conséquence de tout ça. Donc je sais pas si tu veux qu'on... Ouais, vas-y, de quel sujet tu parles? Moi, je voulais qu'on parle du fait que... alors moi, depuis que je suis sexualisé, c'est-à-dire que depuis mon adolescence, je souffre de troubles d'éjaculation prématurée. Ou éjaculation précoce, je n'ai pas bien compris la différence, je crois que c'est le même terme, c'est plus ou moins péjoratif. Et c'est quelque chose que je vis depuis toujours. Vraiment, depuis que je connais la sexualité, il y a ça. Donc j'ai découvert par la suite que c'était normal que au début de sa sexualité, tout le monde, enfin tous les hommes sont plus ou moins éjaculateurs prématurés, mais que ça change avec l'apprentissage de la sexualité. Et pas moi. Donc ça fait 20 ans, ouais, à peu près, ouais, que je souffre de ces troubles-là. Et avant qu'on y aille, avant qu'on aille plus en profondeur dans ce sujet, tu me regardes avec des yeux inquiets. Non, ça va, je peux continuer? Ah oui, je t'ai coupé. Pas du tout. C'est bon? Ouais. Tu retiens ce que tu allais dire? Oui. J'avais envie qu'on fasse le pont entre le sujet qu'on vient d'aborder, donc ta part homosexuelle, et ce sujet-là. J'ai un trouble. Si je t'avais pas posé toutes ces questions, t'aurais pas eu envie de témoigner de ça? Parce que là, tu as même pas presque dit, et c'est marrant parce que tu me l'as fait en pré-entretien pareil, c'est que le moment où tu me dis par email je suis pas très bi, je te dis bah mec, bah du coup si si tu l'es pas très, c'est que tu l'es un peu, donc bah viens, il y a un truc. Et au contraire, pour moi, il y a pas de communauté LGBT, c'est mon point de vue, enfin en tout cas moi je ne la vois pas. Il y a une importance à porter des sujets politiques, il y a une importance à se retrouver, à créer des espaces de sécurité, ça c'est une évidence, où en effet à certains moments la non-mixité est essentielle pour justement pouvoir se parler, s'entendre, etc. Mais en tout cas tout ce que tu as dit, et pour moi bon, on s'en fout, t'as pas besoin de mon ticket d'entrée, mais en tout cas moi je te donne ma carte si tu veux, et l'important c'est plus que quel dommage que ce que tu comprends d'une communauté LGBT ne soit pas accueillant. Moi c'est ça, puisque je tire, où je me dis moi qui suis censé en faire partie, j'aimerais créer un espace, c'est pour ça que t'es sur ce podcast. En vrai, mais non, il n'y a pas de graduation de... Si tu as eu 3 sodomies, tu as ta carte d'entrée. Ouais. Mais au moment où du coup tu dis pas très bi, on a un échange et on commence notre pré-entretien où tu me dis non mais moi je suis hétéro, il n'y a rien à voir. Et du coup j'étais là, ah bah oui en effet, enfin, pas de souci, mais... Et j'ai l'impression là que tu me refais un peu cette reculade d'un coup. Est-ce que toute cette première partie d'entretien, c'est moi qui l'ai créée à ton insu? T'avais pas envie de raconter ça? C'est une question qui arrive naturellement dans l'autre sujet de l'éjaculation prématurée en fait. C'est quelque chose qui est connecté. C'est quelque chose qui vit à l'intérieur de moi et que je ne laisse pas sortir en fait. Donc ce sont les deux seuls aspects de ma vie intime que je garde pour moi et que je coupe en fait, que je censure à l'intérieur de moi. Ouais. Tu les sens liés? Est-ce que tu as l'impression? Alors ça c'est un chemin que je n'ai pas encore parcouru, peut-être, sûrement. Après il faudrait vraiment que j'y réfléchisse et que je trouve, enfin en parler tout de suite maintenant en fait ça n'aura pas vraiment de sens. Ouais. Mais sûrement que oui. Rien, il n'y a pas de hasard dans tout ça.
Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.